Business, BFM Business, Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Et justement, on retrouve Grégory Volokin sur place, le président de Mescard Financial Services à New York. Rebonjour Grégory, on peut redire un mot quand même de ce dossier Monsanto, parce que c'est peut-être le début d'une bataille. Déjà peut-être sur le prix, la prime paraît conséquente, c'est une offre qui est payée en cash. Est-ce que ça veut dire que Bayer décide de mettre dès le départ la barre un petit peu haut pour éviter peut-être trop de surenchères? On sait qu'il y a d'autres groupes qui semblent intéressés par Monsanto. Oui, en fait, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'on ne sait pas encore si Monsanto sera intéressé. L'avantage ou l'intérêt de Monsanto sera évidemment de faire monter les prix. Par contre, vis-à-vis de l'offre de Bayer, on voit là que c'est une offre où ils ont mis à peu près tout ce qu'ils pouvaient. Au niveau cash, ils vont devoir faire certainement une augmentation de capital de pratiquement 13 milliards de dollars. C'est pour ça que l'action réagit si mal en Allemagne. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en plus, les commentaires ce matin sont que rien que le coût pour financer le capital engagé pour Bayer, ils vont mettre 4 ans pour récupérer ces coûts. Donc même s'ils parlent de synergie, etc., pour un investisseur dans Bayer, à court terme, ce n'est pas vraiment idéal comme opération. Bon, le titre Monsanto, lui, qui progresse, et puis on le redit, parce que c'est vrai que vous le disiez déjà la semaine dernière, et ça a été souligné par le patron de Bayer lui-même aujourd'hui, au-delà de l'aspect financier, ça semble gérable, le groupe Bayer est déjà très endetté, mais voilà, c'est un groupe solide. C'est la gestion de la réputation de Monsanto, et c'est vrai que l'image des OGM en Europe est évidemment pas très bonne, et notamment peut-être en Allemagne. Et là, le patron de Bayer dit nous, Bayer, nous avons une bonne image en Allemagne et nous sommes capables de gérer cette réputation. Ce sera le point clé sans doute de cette fusion, si elle doit aboutir. Oui, alors lui, il a l'espoir que tout simplement en abandonnant le nom de Monsanto, parce qu'il l'a déjà dit, on garderait pas le nom de Monsanto, tout s'arrangera. Mais c'est peut-être pas si simple, puisque, comme je le disais tout à l'heure, même aux États-Unis, maintenant, des grands consommateurs des produits de Monsanto, donc par exemple des graines de maïs ou de soja, ne veulent pas acheter le dernier produit qui a été génétiquement modifié. Et ça pourrait même poser, disons, un problème à Bayer sur l'avenir, que le marché qui était toujours le plus ouvert et le plus preneur de ce genre de produits, le marché américain, commence à avoir aussi des réticences. Bon, il y a un sujet qui est peut-être d'ailleurs suivi par Wall Street également, c'est notre assureur français AXA qui l'a confirmé ce matin. Voilà, on va avoir des portefeuilles sans tabac. Il y avait déjà des portefeuilles sans charbon chez AXA, ils en sont sortis l'an passé. Maintenant des portefeuilles sans tabac, que ce soit sur les actions ou sur la partie crédit, dette obligataire. Évidemment, on sait que parmi les grands cigarettiers mondiaux, il y a un certain nombre d'Américains, Grégory. C'est clair, mais là, je crois que c'est pas vraiment une guerre contre les États-Unis. C'est plus tout simplement être en ligne avec son activité. C'est quoi l'activité principale de AXA? C'est l'assurance vie, l'assurance santé. On ne peut pas dire que le tabac favorise ni l'un ni l'autre. Par contre, si on regarde un peu les détails, c'est là que ça devient un peu intéressant, je trouve. Ils vont vendre en fait donc toutes les actions qu'ils avaient dans leur portefeuille. Ça fait pour 180 millions d'euros. Par contre, les obligations, et là il y en a pour 1,4 milliard, ils vont les garder jusqu'à maturité. Donc ils vont pas les renouveler, mais ils vont les garder jusqu'à maturité, ce qui veut dire qu'il va y avoir dans les portefeuilles d'AXA jusqu'en 2027 des obligations liées au secteur du tabac. Et puis une dernière chose à noter, c'est CalPERS, vous savez, c'est le grand fonds d'investissement de Californie. Eux, depuis l'an 2000, ils avaient arrêté tout investissement dans des compagnies liées au tabac. Et il y a quelques semaines, ils ont dit, écoutez, on en est très fiers, on en est très contents, mais depuis l'an 2000, de n'avoir pas été dans ce genre d'investissement nous a coûté un manque à gagner de 3 milliards de dollars. Et ils disent, en fait, fiduciairement vis-à-vis de nos actionnaires, il faut que nous nous posions la question, est-ce qu'il faut être pur et dur, si je puis dire, d'un côté, ou bien est-ce qu'il faut qu'on leur propose les meilleures performances en bourse? En tout cas, pour un CalPERS, qui n'est pas une compagnie d'assurance santé, ils peuvent se poser cette question. Oui, parce que c'est des titres, je regardais Philip Morris, là, par exemple, qui est un des grands cigarettiers cotés, c'est des titres qui sont quasiment au plus haut. C'est un business ultra rentable. On en parle assez peu parce que, voilà, on fait pas la promotion de l'industrie du tabac comme ça, mais je regardais les titres, ils sont au plus haut, là, Grégory. Oui, alors non seulement ils sont au plus haut, mais ils ont été utilisés par beaucoup d'investisseurs
pour leur rendement, parce que puisque le cash flow est extrêmement important dans ces compagnies de cigarettes et qu'elles n'ont pas de gros investissements à faire, elles ont très souvent des rendements entre 4 et 5%, ce qui dans l'univers actuel de bas rendement est des rendements extrêmement attirants. Tiens, à propos des sujets de santé, là, on en parle régulièrement, hein, le virus Zika, là, qui a l'air de faire de plus en plus peur aux États-Unis. Il y a quasiment 300 femmes chez qui on a détecté le virus aux États-Unis ou sur les territoires américains. Là, j'imagine qu'on commence à prendre ça. On prenait ça évidemment très au sérieux, mais là, dans l'opinion publique, ça doit commencer à être un sujet qui est pris très au sérieux, Grégory. Oui, absolument, parce que quand vous parlez de territoire américain, de quoi on parle? On parle des îles dans les Caraïbes, comme Saint John, par exemple. On parle aussi de Porto Rico, qui est un territoire américain où il y a eu beaucoup de cas. Et puis en fait, on sait très bien qu'avec les voyages entre Porto Rico et la Floride, par exemple, ou bien les voyageurs qui reviennent d'Amérique du Sud, il peut y avoir un risque de contamination. Donc Obama, par exemple, a proposé ou demandé au Congrès d'allouer un budget d'1,9 milliard, ce qui est quand même assez important, 1,9 milliard de dollars, pour développer vaccins, développer tous les tests nécessaires à ce virus. Et je pense que d'ici quelques jours, puisque l'été commence assez rapidement aux États-Unis, on va commencer à parler de sprayer des anti-insectes, des insecticides par hélicoptère. Il l'avait déjà fait à cause de Ebola, par exemple, il y a quelques années. Bon, et puis alors, on a Barack Obama qui entame sa tournée en Asie, on en parlait tout à l'heure avec vous, et puis Tim Cook qui termine, lui, s'était présenté, je crois, comme une visite officielle en Inde, visite officielle de Tim Cook. Je sais pas, il se déplace peut-être comme un chef d'État aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de la visite du patron d'Apple en Inde, Grégory? C'était la première en tant que patron d'Apple. Oui, il y a eu quelques phrases qui sont pas des phrases qu'on entend souvent de la part du patron d'Apple, qui concernaient le prix de leur téléphone. Pourquoi il prononce ce genre de phrases en Inde? Ça va être très facile à comprendre. Par exemple, en Inde, un iPhone 6 se vend 30% plus cher qu'aux États-Unis. Si vous regardez un pays comme le Brésil, le même téléphone se vend 50% plus cher qu'aux États-Unis. Je pense que dans l'esprit, on parle en dollars, hein. C'est pas en pouvoir d'achat local. C'est pas en roupies. Non, c'est en dollars, absolument. Donc ça veut dire quoi? En gros, qu'un Apple en Inde va vous coûter 860 $ contre 620 aux États-Unis. Évidemment, pour se développer dans des pays où le niveau de vie est quand même bien moins élevé qu'aux États-Unis, de plus en plus, il va falloir que Apple envisage ce qu'ils ont toujours refusé à faire, je dirais un Apple bon marché. Et quand on dit bon marché, ça ne sera pas un Apple à 100 $, mais ça serait sûrement un Apple qui puisse faire concurrence avec les Samsung et autres qui ont des prix entre 300 et 400 $. Bon, et puis pour ceux qui pensent que Apple c'est fini et qu'ils ne vendront plus d'iPhone demain, ils vont en vendre encore quand même quelques-uns. Là, ils mettent un peu la pression d'ailleurs sur leurs fournisseurs et sur leur chaîne de production, là, Grégory. Oui, d'ailleurs, c'est bien reçu par le marché ce matin, puisqu'Apple est peut-être une des meilleures performances dans le Nasdaq aujourd'hui. Qu'est-ce que ce quotidien de Taïwan dit? Il nous dit que Apple a annoncé à leurs suppliers qu'ils avaient besoin entre 74 et 78 millions de iPhone 7. Ça serait la plus grosse production de téléphones depuis 2 ans. Donc, vous savez, il y avait beaucoup de gens ces derniers temps qui décriaient Apple en disant plus de croissance, un produit en perte de vitesse. Il faut surtout pas oublier qu'il y a un cycle de produits qui va se renouveler. Et les nouveaux chiffres de renouvellement de la part des acheteurs sont en forte hausse. L'année dernière, 23% des acheteurs d'iPhone renouvelaient tous les 2 ans. Et actuellement, on en est déjà à 26%. Donc, c'est aussi un chiffre qui est plutôt porteur pour Apple. Merci Grégory. Bonne séance à vous du côté de New York. Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services. Apple, une des meilleures performances du jour. Peut-être effectivement, le titre gagne 1,5% dans des marchés américains qui ne font pas grand-chose. Si le Nasdaq, quand même, est positif, justement, plus 0,3%. Le Dow Jones ne fait rien. Et en Europe, on recule. L'Eurostock 50, 0,9%. Bientôt 16h, on marque une pause. Et c'est le journal de l'économie à suivre sur BFM Business. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.
On se dirige peut-être vers un très gros deal dans le secteur de la chimie. Bayer fait officiellement une offre sur Monsanto, une offre à 62 milliards de dollars, même si Bayer prévoit de supprimer le nom de Monsanto. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services, pense que l'Allemand va devoir gérer la mauvaise réputation du géant des pesticides. Ça sera pas vraiment facile parce que tout ce qu'on appelle les JMO, donc en fait ces plantations modifiées génétiquement pour empêcher par exemple que les insectes ne les envahissent ou qu'elles soient détruites par des parasites, c'est très mal vu par une grande partie de la population en Europe en fait. Et même maintenant on voit aux États-Unis des grandes compagnies telles que Archer-Daniels Midland ou Bunge commencer à franchement hésiter ou même renoncer à acheter ces graines à Monsanto. Donc ça affaiblit évidemment Monsanto, c'est peut-être pour ça que Bayer fait maintenant cette offre, mais même en étant affaibli, Monsanto reste un prix très important et c'est pour ça que ce matin on parle aussi d'une contre-offre potentielle d'un BASF. Et puis il faut surtout dire que pour le moment Monsanto n'a même pas répondu à la première offre de Bayer. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services. AXA n'investira plus chez... Dans l'actualité entreprise, l'allemand Bayer met 62 milliards de dollars sur la table pour acheter l'américain Monsanto, leader des semences OGM. L'objectif est de créer un géant mondial des pesticides et des engrais, même si Bayer prévoit de supprimer le nom de Monsanto. Grégory Volokin est président de Mescart Financial Services. Il pense que Bayer va devoir gérer la mauvaise réputation de Monsanto. On l'écoute. Ça sera pas vraiment facile parce que tout ce qu'on appelle les JMO, donc en fait ces plantations modifiées génétiquement pour empêcher par exemple que les insectes ne les envahissent ou qu'elles soient détruites par des parasites, c'est très mal vu par une grande partie de la population en Europe en fait. Et même maintenant on voit aux États-Unis des grandes compagnies telles que Archer-Daniels Midland ou Bunge commencer à franchement hésiter ou même renoncer à acheter ces graines à Monsanto. Donc ça affaiblit évidemment Monsanto, c'est peut-être pour ça que Bayer fait maintenant cette offre, mais même en étant affaibli, Monsanto reste un prix très important et c'est pour ça que ce matin on parle aussi d'une contre-offre potentielle d'un BASF. Et puis il faut surtout dire que pour le moment Monsanto n'a même pas répondu à la première offre de Bayer. Donc Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. AXA lâche l'industrie du tabac.